citer l'étiologie des névroses, ce que nous allons faire. On attend les retards d'être... Il n'y a pas à décrocher. Les autres ont comment? C'est ça. Lacan donc, parle de... C'est comme ça que j'ai rencontré ce texte, avec un petit effet d'annonce. Donc il en parle dans le séminaire Les 4 concepts, dans l'édition du Seuil, page 25, autour de la question de l'abéance. Alors j'y reviendrai, mais ça me permet de repréciser l'introduction. L'abéance, je l'ai toujours située au niveau du vide opératoire, en termes de non-rapport et en termes de rapport. Donc, je le rappelais la dernière fois. Donc l'abéance que je situe à ce niveau de vide opératoire, béance opératoire, trou symbolique, on peut appeler ça différemment. L'essentiel, c'est de noter que c'est fonctionnel et que c'est donc productif de quelque chose qui, à mon avis, est toujours d'un ordre objectal, avec deux types d'objets, des objets plus particulièrement imprédicatifs et des objets plus particulièrement prédicatifs. Je dis à chaque fois plus particulièrement parce qu'évidemment, c'est mis en continuité au travers de cette béance qui va jouer aussi elle-même dans le cadre de tous ces équivalents lexicaux, béance, fente, refente, clivage, division, etc. Je répète ce qui justifie cette identité, c'est que la valeur, c'est pas le mot, pas la valeur. Valeur, pour moi, ça veut dire objet. Donc, je pense que ça n'est pas très bien dire de parler de valeur. Donc, pour ne pas toujours dire fonction, la fonction de, je dis la raison déterminante de cette béance se condense dans ce qui, communément, d'une manière extrinsèque, se présente comme le dessus-dessous de ce bord d'une bande de Möbius, qui représente toute la bande de Möbius, et donc toute la bande de Möbius, et qui plus est représentée par cet artefact. Ça n'est rien d'autre, ce n'est pas du tout un point structural qui vaut comme cette raison intentionnelle de l'ensemble de ce schématisme. Ce qui fait que, je crois que je dirais Freud comme ça, on peut écrire tout ça en paire ordonnée, et que la béance implique son rapport avec le symptôme. Le symptôme que je vais situer d'une manière plus particulièrement rapportable à l'autre, entre autres, par rapport à ce qui fait l'un impair ou sujet du narcissisme primordial, vis-à-vis de l'autre, supportant le symptôme. Donc ça, c'est le type de lecture qui va me guider dans ce compte-rendu du texte de Freud. Étant entendu que dans le texte de Freud, si vous l'avez lu, il est assez évident que ce qui se trouve être là, surtout à suivre Lacan à cet égard, dans la position de la béance
caricatural, j'ai envie de dire, c'est de la lacanisterie, de cette béance, c'est le trouble sexuel. Donc, et Freud est très clair là-dessus, en 1896, il n'en démordra pas. Donc, ce texte sur l'hérédité et l'étiologie des névroses, je le mettrai en relation avec énormément de choses qui sont de l'ordre de ce qui se négocie actuellement entre psychanalyse et organicité à propos de l'autisme, comme à propos de la schizophrénie, des psychoses en général, enfin des différents troubles nerveux, comme on disait. Déjà à l'époque où Freud a écrit ce texte, en français, 1896, la même question se posait. Je dirais qu'on n'a pas beaucoup avancé en 120 ans. Donc je mettrai ce texte de Freud en lien avec ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire le fait que génétiquement, tous ces troubles, et quand Freud essaye d'analyser l'hérédité, il en passe par là, tous ces troubles dont la nosologie est encore n'est pas encore exactement établie, puis elle est actuellement battue en brèche par le DSM, tous ces troubles sont donnés par la plupart des praticiens de l'époque comme organiques, et la part belle étant donnée à l'hérédité. On sent la notion de dégénérescence de Morel et des trucs comme ça. Et même la question du crétin des Alpes, avant même à cette époque, on savait que c'était un mondiote, mais il n'empêche. Mondiote et du coup un myxédème, une hypothyroïdie. Donc l'épigénétique, pour bien repréciser les choses, ça ne supprime rien de la génétique, bien au contraire. Ça indique simplement que les conditions environnementales, le milieu, jouent son rôle sur ce qui pourrait être, sur ce qui est génétique, parce personne ne se passe de génétique. L'exemple le plus simple, c'est de considérer une population d'abeilles. C'est un même œuf à chaque fois avec les mêmes données chromosomiques qui sont transmises, qui vaut tant pour ce qui va devenir l'ouvrière que pour ce qui va devenir la reine. Ça n'est plus qu'une question de nourriture. La reine étant uniquement nourrie à l'âge royal, les ouvrières à l'âge royal et à des bouillies larvaires. Bon, mais ça vaut pour des tas de choses. Hein. La même chose pour les tortues qui deviennent en fonction de la température, mâles ou femelles, enfin, des exemples, il y en a en veux-tu, en voilà aujourd'hui. Donc ce qui nous intéresse plutôt, c'est pour la psychanalyse, comment Freud s'en est débrouillé, comment Lacan reprend ça, et comment ça alimente la question de ce séminaire en termes de la possibilité de distinguer, sûrement que je suis excessif, ce qu'il en est d'une donnée purement symbolique, je dirais, il manque le essaim, les suites d'unarité, et de l'autre côté, le réel, qui serait le réel de l'hérédité, comme proprement prédicatif. Excusez-moi, la terre donnée que vous décrivez avec la béance et le symptôme, c'est votre hypothèse? Vous avez... Oui. Parce que vous considérez que le symptôme est fixé, ou au contraire fonctionnel? Non, c'est toujours fonctionnel, la ordonnée. C'est toujours une fonction d'intention donnée variablement, et à coup sûr, à chaque fois, le type de nomination qui va la déterminer est essentiel par rapport à ce qu'est l'opération fonctionnelle elle-même, et le symptôme, c'est une fonction en extension, c'est-à-dire une valeur fonctionnelle qui démontre ce qui est en échec dans ces opérations que je ne compte pas pour rien, que les flèches indiquent. Donc ce sont des opérations d'un second degré entre des opérations.
il s'agit de fonctions du second ordre. Alors, on peut reprendre Freud. Donc Freud commence par contredire ses collègues de l'époque. Il s'adresse au thuriféraire de Charcot, à Charcot lui-même. Donc on sait quel est le rôle attribué à l'hérédité nerveuse dans cette théorie de Charcot, sur l'étiologie des névroses. Et là, pour les affections névrosiques, elle est pour les affections névrosiques la seule cause vraie et indispensable, les autres influences étiologiques ne devant aspirer qu'au nom d'agents provocateurs. Donc ça vise messieurs Guinon, Gilles de la Tourette, Janet, etc. Donc Freud va considérer les arguments. Donc d'abord ce sont les objections qu'il va produire. Ensuite, l'effet de ses propres observations, ça veut dire 13 cas d'hystérie, 6 cas de névrose obsessionnelle. Étant entendu que, une notion qui m'échappait un peu tous ces temps-ci, qui se présente comme étant l'inventeur de la caractérisation de la névrose obsessionnelle. Ça doit être vrai. Par rapport à la neurasthénie et autres. Et autre question, il y a un article à peine antérieur qui distingue la neurasthénie de la névrose d'angoisse. Mais dans la névrose d'angoisse, il y a beaucoup de choses. Névrose d'angoisse, c'est le terme de Freud, pour le coup. Donc le fait qu'un certain nombre de maladies soient transmissibles familialement, il n'y a pas de problème. Il n'empêche que dans bon nombre de familles, pour un certain nombre de transmissions assurées, il donne maladie de Thomson, de Friedreich, les myopathies, la chorée de Huntington. Il y a quand même une variabilité, je dirais, du phénotype. Notre opinion sur le rôle étiologique de l'hérédité dans les maladies nerveuses doit être le résultat d'un examen impartial statistique et non pas d'une pétition principale. Tant que cet examen n'aura pas été fait, on devrait croire l'existence des névropathies acquises aussi possible que celle des névropathies héréditaires. Et s'il peut y avoir des névropathies acquises par des hommes non prédisposés, on ne pourra plus nier que les affections nerveuses rencontrées chez les parents de notre malade ne soient en partie de cette origine. Rétrospectivement, c'est un peu comme j'ai tendance à le souligner, c'est-à-dire que le symptôme en permet de reconsidérer ce qu'il en a été de ce dont il procède, Freud discutant de l'hérédité. Évidemment, là, j'aurais pu aussi bien mettre par rapport aux troubles sexuels la question même de l'hérédité, mais voilà. Ce qu'il appelle pétition de principe, c'est effectivement une nomination non étayée scientifiquement de ce qui conduit à la mise en jeu des fonctions dont le symptôme va dépendre. Donc, qu'est-ce qu'il en est de ces fonctions ? Même quand on est ici, Fournier, Herbe, à propos du tabac, c'est évidemment une conséquence de ce tertiaire de la syphilis, comme la paralysie générale, enfin, qui appelle paralysie progressive. Donc les gens qui ont amené cette étiologie de la syphilis ont appris qu'il faut reconnaître des influences étiologiques puissantes dont la collaboration est indispensable pour la pathogénie de certaines maladies, que l'hérédité à elle seule ne saurait produire, etc.
puis même question pour la neurasthénie de Béard. Donc il fait la part entre ce qu'il appelle une hérédité similaire, c'est-à-dire que quand le trouble héréditaire est assuré, tout le monde dans la famille, pour que ce soit une transmission dominante, présente le même trouble, et une hérédité dissimilaire. Donc plus fréquemment, l'hérédité dissimilaire, beaucoup plus importante que l'autre, laisse des lacunes qu'il faudrait combler pour arriver à une solution satisfaisante des problèmes étiologiques, etc. Tout ça, ça renvoie à mon avis à ce qu'on appelle aujourd'hui l'épigénétique. Je suis en train de croiser avec le séminaire du vendredi, pour ceux qui viennent. C'est le genre de questions qu'on a eu à se poser, en particulier Osvaldo Cariola a amené des choses sur l'épigénèse. Bon, je continue à lire Freud pour pas trop mélanger. Comme il n'y a rien de fortuit en pathogénie nerveuse, pas plus qu'ailleurs, il faut bien concéder que ce n'est pas l'hérédité qui préside au choix de la névropathie, qu'il y a lieu de soupçonner l'existence d'autres influences étiologiques d'une nature moins compréhensible, qui mériterait alors le nom d'étiologie spécifique de telle ou telle affection nerveuse. Sans l'existence de ce facteur étiologique spécial, l'hérédité n'aurait pu rien faire. Elle se serait prêtée à la production d'une autre névropathie si l'étiologie spécifique en question avait été remplacée par une influence quelque autre. Donc c'est là que Freud va avancer sa propre conception. Donc je me suis avancé depuis des années dans la recherche de l'étiologie des grandes névroses, qui sont des états nerveux fonctionnels analogues à l'hystérie. État nerveux fonctionnel, je pense que c'est important de le dire comme ça. À côté de l'hystérie, j'ai trouvé raison de placer la névrose des obsessions comme affection autonome et indépendante, bien que la plupart des auteurs rangent les obsessions parmi des syndromes constituant la dégénérescence mentale ou les confondent avec la neurasthénie. À côté de la neurasthénie propre, où il y a la névrose d'angoisse, dénomination qui, soit dit en passant, ne me convient pas à moi-même. Donc, référence à un autre article. Donc l'étiologie des névroses, il arrange dans trois types de catégories. Des conditions indispensables pour la production de l'affection en question, mais qui sont de nature universelle et se rencontrent aussi bien dans l'étiologie de beaucoup d'autres affections. Donc indispensable, mais tellement répandu qu'il n'y a rien de concret par rapport à telle entité morbide. Des causes concurrentes qui partagent le caractère des conditions, ceci qu'elles fonctionnent dans la causation d'autres affections, aussi bien que dans celle de l'affection en question, mais qui ne sont pas indispensables pour que cette dernière se produise. C'est écrit en français, donc on ne va pas changer. Concurrence, ce n'est pas forcément un bon mot, mais bon. Elles sont plutôt occurrentes. Tout dépend de leur occurrence dans telle ou telle affection. Et puis en troisième lieu, des causes spécifiques, aussi indispensables que les conditions, c'est-à-dire les premières, mais de nature étroite, et qui n'apparaissent que dans l'étiologie de l'affection de laquelle elles sont spécifiques. Donc il va passer tout ça en revue, sans parler des questions quantitatives qui interviennent. Bon, je ne vais pas lire tout l'article. Par exemple, si on prend l'émotion morale, ça se trouve aussi bien dans l'étiologie de l'hystérie, des obsessions, de la neurasthénie, comme dans l'épilepsie, la maladie de Parkinson, le diabète et bien d'autres, l'émotion morale. Ça veut dire quoi, émotion morale? Enfin, pour... Il y a un point de vue émotif qui survient quand il y a une faute morale. Exactement comme, à mon avis, Lacan va dans le même sens en disant que la dépression, c'est une faute morale. D'une lâcheté. D'une lâcheté morale. Donc, Freud en profite de tout ça pour
parler de la vie sexuelle de l'individu, qui est la source commune des désordres correspondant aux névroses. Soit désordre de la vie sexuelle actuelle, soit événement important de la vie passée. Voilà, il fait le tableau de toutes les névroses dont il vient déjà de parler. La névrose d'angoisse correspond donc à un désordre de la vie sexuelle, une abstinence, une irritation frustrée, un coït imparfait ou interrompu, des efforts sexuels qui dépassent la capacité psychique du sujet, etc. Donc tout ça implique d'aborder le problème physiologique de la vie sexuelle sous un point de vue nouveau. Donc là, Freud avance la question de la psychanalyse, la psychoanalyse, comme il dit en français, en 1896, donc fondée sur la vie sexuelle du sujet, et qui suppose un enchaînement organique des symptômes, des souvenirs et des pensées éveillées. Souvenir, c'est comme sur masculin, ça doit être souvenir et pensée éveillées. Donc, tel que je l'entends, cet enchaînement organique on va le trouver dans le schéma à partir, pour moi, des trois modes d'organisation de ce qui va supporter, au moins imaginairement, et signifiant. Et là, c'est donné comme un enchaînement organique. Je le prends dans le jeu de mots. Je dirais que il parle d'organique. Difficile de savoir ce que peut dire organique. Par rapport à ce que serait un enchaînement fonctionnel, et que je dirais donc signifiant. Donc c'est un enchaînement organique, ce sont les souvenirs, qui surgissent lorsqu'on est éveillé, ou les pensées qui surgissent lorsqu'on est éveillé. Par pensée, j'entends toujours proposition, etc. Et les symptômes, que je situe à un niveau plus métaphorique. Donc, ces trois modes ce qu'il appelle enchaînement, je le prendrai tout à fait comme la chaîneux de Lacan, c'est-à-dire un nœud brownien. À chaque fois, pour moi, il y a dans le réel, l'imaginaire et le symbolique des modes d'organisation qui sont noués ou dénoués ou mal noués, où il faut considérer quel est le type d'enchaînement par rapport à ce qu'est un enchaînement signifiant pour le coup. Un enchaînement signifiant, ce sont les signifiants proprement dit, la position du sujet comme métaphorisant cet enchaînement signifiant, et de l'objet A comme métonymisant l'enchaînement signifiant. Donc, je poursuis la lecture de Freud. C'est bien un souvenir qui se rapporte à la vie sexuelle, mais qui offre deux caractères de la dernière importance. C'est drôle qu'il dise la dernière importance, il y a de la première importance. Donc il
s'agit d'hystérie. L'événement duquel le sujet a gardé le souvenir inconscient est une expérience précoce de rapport sexuel avec irritation véritable des parties génitales suite d'abus sexuels pratiqués par une autre personne. Et la période de la vie qui renferme cet événement funeste est la première jeunesse. Les années jusqu'à l'âge de 8 à 10 ans, avant que l'enfant soit arrivé à la maturité sexuelle. C'est une expérience de passivité sexuelle avant la puberté. Telle est donc l'étiologie spécifique de l'hystérie. Il faut penser au cas Emma qu'il y a dans l'esquisse, par exemple. Donc, il s'agit de la trace psychique qui en est conservée. Et le souvenir agira donc, grâce au changement dû à la puberté, le souvenir déploiera une puissance qui a fait totalement défaut à l'événement lui-même. Le souvenir, parce que l'enfant était trop petit, donc il n'y a pas eu de réponse sexuelle en rapport. Donc le souvenir agira comme s'il était un événement actuel, avec la puberté. Il y a, pour ainsi dire, une action posthume d'un traumatisme sexuel. Autant que je vois, dit Freud, ce réveil du souvenir sexuel après la puberté, l'événement même étant arrivé en un temps reculé avant cette période, constitue la seule éventualité psychologique pour que l'action immédiate d'un souvenir surpasse celle de l'événement actuel. Et c'est là une constellation anormale qui atteint un côté faible du mécanisme psychique et produit nécessairement un effet psychique pathologique. Je crois comprendre que cette relation inverse entre l'effet psychique du souvenir et de l'événement contient la raison pour laquelle le souvenir reste inconscient. C'est à prendre dans ce schéma, toujours la même chose. Dans la mesure où il y a quelque chose de signifiant qui va se jouer, de l'ordre du souvenir, mais mis en relation avec sa raison signifiante, qui va surpasser ce qui est en jeu dans l'actualité, ce souvenir deviendra symptomatique du fait qu'il a été inconscient, du fait de la latence qui se sera jouée, et que je prends comme l'équivalent temporel de ce qu'est une béance dans la structure. Et cette latence, c'est pas la période de latence, quoique ça joue aussi à ce niveau-là, mais c'est le temps de latence entre l'expression symptomatique du traumatisme et son enfouissement inconscient. Autrement dit, ce qui est inconscient joue au travers de cette béance. Et ça me semble être essentiel par rapport à ce qu'est le symptôme. Mieux compris que le symptôme pris dans cette chaîne, cet enchaînement organique, comme dit Freud. Je le dis comme ça parce que c'est toujours la même chose qu'on va retrouver. Incidemment, si on lit Freud entre les lignes, c'est bien ce qui est devenu inconscient qui devient conscient et qui fait symptôme du fait de la persistance de ces qualités inconscientes par la suite. Mais là, j'anticipe un Freud tout à fait ultérieur. Freud dira bien que c'est parce qu'il y a une économie du souvenir inconscient. Alors, est-ce qu'il faut parler d'éveillé là? Ce qui est de l'ordre du symptôme, c'est ce qui correspond à la vie éveillée. Mais le souvenir lui-même comme inconscient, c'est aussi bien ce qui est encore latent, comme dans le rêve, que donc ce qui est inconscient se renouvelle pour des raisons qui tiennent à l'affect, autrement dit, à ce que je donne, moi, dans mes traductions de Freud, comme passage de ce qui est pure signifiance, S1,
à des extensions matérialisant la question. L'actualité vient matérialiser ce qui a été traumatique et ce qui est enfoui de longue date. Vient le révéler, vient le passer à la conscience et le mettre au jour, alors qu'auparavant c'était enfoui. Cette mise au jour, ça se donne dans les termes de Freud, qui ne reprend pas là dans ce texte, hein, mais dans des textes de la même époque. Hein. Affect Beutrag, que je donne bien, moi le Beutrag,